France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre rendez-vous de fin d'après-midi. LGF, le grand forum jusque 18h30, bien sûr, et pour m'accompagner en ce mardi. D'habitude, le lundi, c'est le Wati. Bien, c'est le mardi, c'est le Wati aujourd'hui. Comment ça va, Yass? Très bien, et toi, Christophe? Bonjour les auditeurs. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec du lourd aujourd'hui, mon cher ami Yasser. Du très lourd avec Malia Bouatia, qui est la présidente du plus grand syndicat étudiant NUS, qui aussi est venue avec Zora et Anadi en accompagnement. Donc comme toujours, c'est d'internationaliser les luttes respectives, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France. Et le point de passage aujourd'hui, il est à Paris. Très bien. Welcome à vous toutes. Merci à vous. Moi et mon anglais, Yasser, tu vas... Voilà. Et nous aurons aussi Sabrina Artiste qui va nous rejoindre dans un instant, bien sûr, pour nous accompagner tout au long de cette journée. On va parler dans cette première partie au travers du zapping, évidemment, de ce qui s'est passé, puisque depuis dimanche, on est passé des choses. On a un nouveau président, mon cher, ça je vous apprends rien. On a un nouveau Premier ministre, mon cher Yasser. Non, on a un monarque. Ouais. Qui a nommé son assistant. Voilà. Bon, et bien quoi qu'il en soit, lui, il va participer à continuer de fissurer la droite. Puisque depuis hier soir, visiblement, c'est un peu le branle-bas combat donc du côté des LR, et c'est la panique à bord du côté de chez certains. Et on devait, je dis bien, attendre le nouveau gouvernement cet après-midi. Sauf que, eh bien, l'Élysée annonce que le gouvernement sera bien connu demain à 15h. Puisque, écoutez bien la raison, on préfère vérifier la situation fiscale de chaque ministre. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Yasser? C'est de bon usage? Sur la forme, oui. Après, on verra s'il n'y a pas des casseroles qui sortent entre-temps. Mais bon, il faut quand même pas oublier que d'autres ont été déjà exclus du mouvement suite à la demande du CRIF. Oui. Donc il y a une purge qui a été une purge idéologique. 5-6 depuis vendredi. Bon, en fait, ils sont en train de purger à la demande des uns et des autres. Donc on voit que c'est la guerre civile, enfin plutôt la guerre au sein de ce mouvement, pour justement plaire à ceux qui sont en position de domination. Donc le renouvellement de la politique, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour demain. Bon, très bien. On en reparlera en tout cas tout à l'heure sur France Maghreb 2. Vous le savez, hier, c'était le 15 mai. C'était la Nakba, la catastrophe pour le peuple palestinien. C'est aussi malheureusement un triste anniversaire, un siècle d'un accord de division, ça explique quasiment 100 jours, enfin 100 pas 100 jours, que dis-je, 100 ans après cet accord donc signé, qui donc qualifie un siècle de division. Allez, j'avais pour coup de cœur envie de vous passer évidemment cette superbe chanson que Kerry James a interprétée, qui s'appelle Avec le cœur et la raison. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct en ce mardi. Nous sommes le 16 mai, j'espère que vous allez tous bien, impeccable, en pleine forme. Et on est ensemble évidemment jusqu'à 18h30 avec notre ami Yasser Louati et Sabrina Artiste, ainsi que notre invité, mon cher ami Yasser. Rappelle-nous de qui il s'agit, parce que c'est important, c'est une grande pointure qui est de passage à Paris en ce moment. Je vais la laisser se présenter. Oui, et en français. Et en français. Ouais. Allez. Salam alaikum, bonjour. Salam. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc je m'appelle Malia et je suis présidente de l'Union des étudiants nationales en Angleterre. Si on comparait un petit peu, enfin si on devait faire un comparatif avec l'UNCEF par exemple en France, ça représente quoi le syndicat étudiant en Angleterre? Donc on représente vers 7 millions d'étudiants. Ouais. En Angleterre, et on lutte pour la gratuité de l'éducation, contre le racisme et la xénophobie, et à mobiliser tous les étudiants à travailler avec les profs et lutter pour une société progressive. Progressiste. Alors le racisme et la xénophobie, on en parlera évidemment un peu plus longuement avec toi tout à l'heure, mais juste en amont, est-ce que le racisme et la xénophobie est assez présente en Angleterre, ou alors pas du tout? Enfin, si on devait comparer avec la France, on peut dire quand même que le racisme est extrêmement présent, ainsi que la xénophobie, l'islamophobie. Est-ce que, à titre de comparaison, l'Angleterre, c'est quand même beaucoup mieux? Non, je dirais pas que c'est mieux, parce que on a un État qui introduit des lois qui essayent à même introduire des caméras dans les mosquées, dans les endroits de prière. Ah oui. C'est le Big Brother total. Depuis quand ça a changé, ça a évolué ça? C'était depuis 2007, c'était avec
le gouvernement de Tony Blair. De Tony Blair. Ça a commencé. Maintenant, c'est la loi. On a même les enfants qui sont interrogés par la police. Les enfants, les mineurs. Oui. Ouais. Moins de 10 ans. Ah oui, marqué, nous on a vu ça aussi, un enfant de 9 ans qui s'est retrouvé au commissariat, chez nous. Est-ce qu'avec Theresa May, est-ce qu'il y a quand même un changement ou on est dans une certaine continuité? C'est pire. Ah, c'est pire. Parce que elle a une obsession avec les migrants et les communautés musulmanes et non blancs. Et parce que elle a même d'un côté universitaire, elle a déporté, c'est ça, presque. Si tu veux parler en anglais, n'hésite pas. Hein, si tu te sens un peu presque 50 000 d'étudiants en disant qu'ils ont triché dans leurs examens d'anglais, c'était pas vrai du tout. Et elle est obsédée par un contrôle de nombre des étudiants internationaux qui viennent en Angleterre. Donc, si ça c'est d'un côté de l'éducation, les universités, c'est encore pire dans les communautés. Alors, question qui n'a peut-être rien à voir, mais on dit beaucoup en ce moment dans les médias que les Anglais regrettent le Brexit. C'est vrai ou pas? Je pense que il y a plusieurs sentiments. Parce que il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les gens ont voté pour Brexit. Donc, il y a beaucoup. En ce moment, la frustration, c'est l'agenda de Theresa May et du gouvernement en ce moment, et c'est d'avoir un hard Brexit, de couper d'une façon très agressive de l'Union européenne, et beaucoup de gens sont très inquiets, et le gouvernement ne propose pas de solution au racisme et xénophobie qui a vraiment augmenté dès qu'on a eu les résultats du référendum. D'accord. Alors on verra justement comment ça s'organise en Angleterre pour essayer de lutter, d'avertir, de lutter surtout contre le racisme, la xénophobie, l'islamophobie aussi, qui visiblement est très présent. On interroge les enfants, les mineurs, on met des caméras dans les lieux de culte. Voilà. Juste en un mot, Yasser, tu l'as connu comment vous vous êtes rencontrés? Pardon? Comment vous vous êtes rencontrés, Yasser? En fait, je me souviens même plus. C'était quand? C'était Students Not Suspects. C'est ça, voilà. C'était une première conférence qui avait été organisée contre la criminalisation des étudiants, et surtout la surveillance de masse qui avait été instaurée dans les universités, le système Prevent, qui est à peu près le flicage des écoles, des universités, des services publics, qui exige que les fonctionnaires deviennent en fait des indicateurs. Donc en gros, ils ont une grille de lecture et ils doivent, selon cette grille de lecture, dénoncer tel enfant ou telle famille parce que son éducation serait trop conservatrice, ou bien sa foi est trop présente dans sa vie de tous les jours. Et donc la conférence a eu lieu, et puis depuis on est resté en contact, donc c'est beaucoup de va-et-vient, et c'est sans regret. Bah oui, j'imagine. Et puis vous venez en fait à Paris pour échanger vos expériences, pour faire connaître la situation de l'Angleterre, ou c'est quoi le but du voyage à Paris là? C'est de développer un network, une coalition qui... À l'échelle internationale? Oui, pour combattre l'islamophobie partout en Europe, non seulement en Angleterre et ici en France, mais... En tout cas, vous parlez très très bien français. Si je parlais aussi bien anglais que vous parlez français, je serais ravi. Sabrina, tu serais ministre? Ouais, bah oui. Enfin, ou quoi? Attends, ministre, je sais pas. Regarde, François Hollande, François Hollande, il parlait très mal l'anglais, encore pire que moi. Nicolas Sarkozy. Donc en fait, même pas ministre. Il aurait pu espérer la présidence. Par contre, notre nouveau président, il parle très très bien l'anglais. Ah oui, il parle très bien l'anglais. Emmanuel Macron. Il parle très bien anglais. Ouais. Tu le trouves comment, Emmanuel Macron? No comment. La diplomatie anglaise. Voilà, c'est bien. Sabrina, quel sera ton programme, ma chère? Alors mon programme, ma chronique du jour va s'appeler nos chers billets de Monopoly. Et quant à mon coup de cœur, il y a de fortes chances qu'il soit musical. Ah, très bien. Voilà. Yasser, on va parler de quoi avec toi? Moi toujours, c'est mon ressenti après les élections, et
cette intronisation du nouveau monarque qui m'a vraiment tapé sur le système ce week-end. Cette passation de pouvoir où vraiment on avait un peuple face à son nouveau roi, alors donc qui confirmait en fait que nous sommes bien sous une monarchie républicaine, sauf que j'ai poussé l'analyse un peu plus loin. Et ton coup de cœur, je suppose que c'est notre invité. Exactement. Bah oui. Alors évidemment, on va en parler avec elle de lutte parce que c'est important et vous allez voir que finalement on parle beaucoup de racisme, de xénophobie, d'islamophobie et aussi des gens qui eh bien militent. Parfois d'ailleurs ça rapporte pas vraiment de militer aujourd'hui, Yasser. Hein. C'est pas ça, c'est pas dans ça qu'on fait fortune. Hein. Oh, pas du tout. Oui. Oh, non. Donc c'est vraiment avoir ça dans le sang. Non, par contre, il y en a qui font ça pour oui, il y en a qui le font pour le business. Ils gagnent très mal leur vie. Oui, bah, oui, très bien leur vie même. Oui, bien entendu, clin d'œil. Mais toi, en tout cas, ça fait des années et on va dire pour un titre personnel que tu as abandonné une situation extrêmement confortable pour faire du militantisme. Voilà. Donc aujourd'hui, des gens comme toi, il y en a. Oui. Il n'est pas possible d'allier les deux ? De faire du business et de faire du militantisme ? Non, pas de faire du business, mais de vivre en fait de son militantisme. Question. Non, c'est des choses différentes. Non, il faut en vivre. Si on veut sur la longue, il faut en vivre. On est d'accord. On peut pas. Non. Sinon, on s'essouffle. Non, mais je veux dire, ça rapporte pas. Voilà. On s'essouffle. Non, il faut. En fait, si on veut parler d'autonomie, il faut que chaque groupe qui veut porter une cause dégage un salaire pour ses militants. Sinon, on n'y compte même pas. Oui, mais c'est pas des salaires mirobolants. C'est pour ça que je. C'est pas faire du militant pour gagner ça, enfin pour devenir riche, quoi. Non, par contre, non, il faut que les militants n'aient pas à s'inquiéter non seulement de la lutte et en plus de leur pain à la maison. Ça, c'est hors de question. Bon, alors on va passer maintenant au zapping. Tiens, si tu souhaites intervenir dans notre zapping, hein, on est dans une histoire bien française, mais je pense que ça également peut t'intéresser. On y va, c'est parti. Alors, dans notre zapping aujourd'hui, eh bien ça s'est passé hier avec donc c'est 8 secondes. Écoutez. Le président de la République a nommé monsieur Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Voilà, 8 secondes pour ça. Il était donc un peu moins de 15 heures. Eh oui. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, donc a fait cette annonce succincte. 8 secondes, je rappelle, mettant fin à un suspense qui a duré quand même depuis le début de la matinée. Tous les journalistes étaient là à attendre évidemment cette grande nouvelle. Qui va être Premier ministre depuis 8h30 à l'Élysée? Et donc ils ont attendu 15 heures pour cette petite phrase. Réaction, Yasser Louati, Édouard Philippe. Bon, il y a eu des fuites, on savait un petit peu depuis en tout cas 2 jours que ça allait être lui. Donc surprise, pas surprise. Non, de toute façon, ça avait fuité depuis quasiment une semaine. Ça avait fuité via Copé, via d'autres personnes. Mais maintenant, politiquement, c'est un coup de génie. Là, parce que la droite qui est en train de se diviser après l'élection, enfin après la campagne de Fillon, là, c'est la revanche du clan Juppé. Donc ça veut dire qu'en fait Macron va faire ce qu'a fait Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir avec son ouverture. En gros, il va ratisser gauche-droite et laisser les deux partis traditionnels s'entretuer. Alors Sabrina, après cette annonce qui surtout concrétisant le premier acte de la recomposition politique voulue par Emmanuel Macron, ou tenté de vouloir en tout cas par Emmanuel Macron, un élu de la droite nommé au poste de Premier ministre, Édouard Philippe, qui jusque-là était député maire les Républicains du Havre. Est-ce que ça t'a surpris, Sabrina? Non, c'était pas une surprise en fait, puisque voilà, il y avait comme tu le disais si bien, quand même quelques fuites, donc non, c'est pas une surprise. Macron en soi, c'était même pas une surprise. Oui, ça c'est sûr. Alors Yasser, on parlait il y a quelques instants, cette nomination qui fracture bien sûr depuis hier soir la droite. Mais d'abord le premier exercice médiatique pour Édouard Philippe, c'était hier soir invité dans le journal télévisé de TF1 et justifie Édouard Philippe son choix d'avoir accepté justement cette proposition d'Emmanuel Macron de le nommer au poste de Premier ministre. Édouard Philippe qui pourtant il y a quelques mois ne disait pas vraiment du bien de Emmanuel Macron. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Je pense que c'est une décision qu'aucun Premier ministre n'a pris à la légère et peut-être encore plus en ce moment, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Menacé, abîmé parfois, inquiet. Il n'y a jamais eu autant de colère en France. On l'a vu lors des dernières élections. Et donc, évidemment, ça oblige à une réflexion. J'ai réfléchi, j'ai consulté un peu. Et je me suis dit que la situation dans laquelle nous étions était suffisamment unique pour que nous tentions quelque chose qui n'a jamais été tenté. Alors tenter quelque chose qui n'a jamais été tenté, Yasser, t'es d'accord avec ça? Non, c'est faux. Ouais. Non, il y a déjà eu des ouvertures. Encore, je le disais à l'instant avec Sarkozy et qui avait ouvert son gouvernement à la gauche. Mais bon, le fait qu'il n'avait pas soutenu Macron, est-ce qu'en politique il y a vraiment des continuités dans le discours? Oui, il se tire dessus avant l'élection. Un tel a gagné.
on rejoint le navire et on essaye de tirer son épingle du jeu. Maintenant, ce Premier ministre a été nommé, ok, soit, mais ça veut dire qu'il ait critiqué Macron hier, les 3/4 de ceux qui sont avec lui aujourd'hui, il avait critiqué quand il avait lancé son parti. Donc qu'est-ce qui change? En tout cas, il dit quelque chose de juste, Sabrina, il dit il y a beaucoup de colère en France. Oui. Ouais. Est-ce que Édouard Philippe va pouvoir éteindre ou essayer de minimiser un peu cette colère d'après toi? Je pense qu'il faut pas miser trop d'espoir d'entrée de jeu comme ça, parce que c'est finalement juste alimenter une future déception. Attendons de voir, tout simplement. Surtout que Macron a promis de gouverner par ordonnance, donc en fait pour court-circuiter les syndicats à toute opposition, donc on va avoir des 49.3 en série. À tout va, c'est clair. Et donc donc la colère, je pense qu'elle va continuer à grossir. Est-ce qu'en Angleterre, c'est ordonnance, mais bon. Est-ce qu'en Angleterre, ça existe le 49.3? C'est comme des executive orders, quand le Premier ministre il décide sans passer par le Parlement. Chez eux comme ça. En fait, le Premier ministre il décide tout seul sans passer par le Parlement. C'est-à-dire, voilà, je décide de faire ceci et cela, de passer une mesure, et les MPs ne peuvent rien dire en fait. Oui, il y a certaines. Très bien. Alors, on poursuit ce zapping. Édouard Philippe assume une identité politique précise. Il se revendique comme un homme de droite, il l'a dit hier après-midi lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Bernard Cazeneuve. Passation de pouvoir qui s'est déroulée d'ailleurs un peu moins d'une heure et demie après la nomination. Des images qui ont rappelé celles qui s'étaient déroulées la veille entre Emmanuel Macron et François Hollande. Cette fois, c'est donc Bernard Cazeneuve qui a quitté ses fonctions, désormais ex-premier ministre, et qui souhaite bonne chance à son successeur Bernard Cazeneuve hier à Matignon. Je quitte la responsabilité qui est la mienne en homme de gauche, avec mes convictions. J'accueille aussi un Normand, cette région dont Tocqueville disait que les Normands sont violemment modérés. Et je crois qu'il faut de la sagesse, qui doit appeler ceux qui exercent la plus haute responsabilité au sein de l'État à essayer d'apaiser et de rassembler. Alors ils ont fait de l'humour les deux, parce que c'est vrai qu'ils sont normands tous les deux, que ce soit Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe. C'était extrêmement chaleureux, très poli, etc. Rien à rajouter là-dessus, Yasser, sur cette passation de pouvoir, sur ces deux hommes qui se connaissent depuis longtemps. Ils se connaissent tous depuis longtemps. Comment? Ils se connaissent tous depuis longtemps. Ils ont tous soit un lien qui est établi pendant leurs études, ENA ou autre, ou bien dans les arcanes du pouvoir. Est-ce que Bernard Cazeneuve, en tant que ministre de l'Intérieur, a selon toi échoué? C'est une catastrophe. Moi, ce que je retiens du mandat de Bernard Cazeneuve en tant que ministre de l'Intérieur, c'est l'état d'urgence et sa justification, la militarisation de la police. Quand on l'interrogeait sur les contrôles aux faciès, il a parlé de problèmes marginaux. Il a balayé d'un revers de main toutes les plaintes qui étaient liées à l'état d'urgence, les mosquées qui ont été saccagées, les maisons qui ont été perquisitionnées sur simple dénonciation, et le fait qu'il n'y a jamais eu un mea culpa. La seule chose qu'on a eu, on avait eu une perquisition flagrante parce qu'elle avait été médiatisée, où il s'était pointé à 2 reprises dans le mauvais domicile, et on a Cazeneuve qui vous parle de c'était c'était un petit excès ou une expression dans le genre. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est la normalisation et la banalisation de la violence de l'État. Alors c'est vrai qu'on en parle et peut-être que certaines personnes peuvent être un peu choquées quand on dit ça. Oui, mais s'il y a perquisition, il y a forcément soupçon. Mais attendez, quand vous n'avez pas vécu, je pense qu'il est pas forcément. Il est difficile d'imaginer ce que ça peut donner. Yasser, 6h du matin, on débarque chez vous, femme devant femme et enfants, on vous humilie, on casse tout, et souvent pour ensuite rien à voir finalement. En fait, ça va même au-delà. C'est même quand ça va mal, c'est en gros souffrir en silence. Ne vous plaignez pas trop fort. Ouais. C'est contribuer à une forme de génocide psychologique en fait. Et ça a commencé. Ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui chez certaines personnes. Il y a des enfants qui restent traumatisés par des perquisitions qui ont eu lieu. Moi, j'ai eu carrément affaire à, je sais plus, j'étais sur notre chaîne pour les élections. Enfin, j'en avais un qui me parlait d'état d'urgence et me disait, oui, en gros, ça s'est bien passé. Je lui dis oui, parce que c'est pas vous qui payez les pots cassés. C'est normal. Ouais. C'est tant que c'est les autres. Effectivement. Sabrina, là-dessus, on en a évidemment beaucoup parlé à l'époque, des perquisitions, les assignats à résidence. Mais il y a eu beaucoup de... Les abus avec l'état d'urgence. Voilà, beaucoup de ratés. Et je me demande si ces ratés, finalement, ils n'étaient pas volontaires. Et on les a placés comme des loupés, on va dire ça comme ça. Et justement, quand on entend qu'il y a eu que deux situations où on a pu dire effectivement, on pense que, alors que ça n'a absolument pas été le cas. Et comme tu le disais si bien, après il y a une destruction psychologique qui est lourde
en fait. Et cet accompagnement, on sait pas ce qu'il en est, on sait pas comment ça se passe après en fait. Tout ce qu'on sait, c'est la lumière sur quelqu'un qui est potentiellement coupable. Et puis après, ça y est. On sait plus. Donc en gros, c'est ce que je disais, c'est contribuer à ce génocide vraiment psychologique, parce que du coup, on se dit que son propre voisin est potentiellement un terroriste, et on n'en sait pas plus. Et il y a rien qui contribue en fait à apaiser un petit peu cette tension tacite qui se passe, et même cette présidentielle. Bien au contraire même. Alors Londres la capitale anglaise a connu aussi des attentats sanglants. Je crois que c'était en 2004. C'est ça? Les attentats. 2004 ou 2005, je sais plus. 2007. D'accord, oui, bah justement, ça correspond après un petit peu avec la dérive des lois de Tony Blair. Ouais. Est-ce qu'il y a eu aussi, à titre de comparaison avec la France, après les attentats atroces que l'on a connus évidemment en 2015, est-ce qu'il y a eu aussi cette série de perquisitions, ces assignats à résidence? Est-ce qu'il y a eu une focalisation vers les musulmans, principalement en Angleterre, après ces attentats de 2007? Ah oui, complètement. C'est donc le Prevent Strategy qui c'était la campagne de Blair, mais que le gouvernement a adopté et introduit comme loi. Donc avant c'était plus optionnel. C'était le début de la campagne où les universités, les institutions, les hôpitaux et tout ça ont été encouragés à adopter une forme d'entraînement pour pouvoir trouver le terroriste parmi la population. Et maintenant c'est loi. Donc les médecins, les infirmières, tout le monde est entraîné de trouver le terroriste parmi nous, que la plupart du temps n'existe pas, parce que ils disent que si quelqu'un change la manière, ses vêtements, ou bien il interroge l'État, ils pensent pas que les actions du gouvernement sont correctes. Donc, s'il critique le gouvernement, c'est une raison pour laquelle l'interroger et ramener la police, parce que peut-être ils sont radicaux ou extrêmes. Alors il y a ça, il y a été, Sabrina, est-ce que tu as déjà été à Londres? Et il paraît quand même que, à la différence de la France, le voile ne pose aucun problème en Angleterre. La possibilité de pouvoir exercer son culte quand même constitue c'est un peu moins problématique qu'ici en France. J'en veux pour preuve qu'il n'est pas rare de voir des policiers voilés, des policières voilées, des contrôleurs, et ça pose aucun problème. Sabrina Yasser, sur cette vision qu'a l'Angleterre avec les signes religieux. Effectivement, c'est vrai que cette ouverture, alors qu'en vérité c'est même pas le cas, cette normalité. Tu vois, ouais. Cette normalité, on l'a pas nous ici. Après, il y a quelques exemples d'ordre non public. Je pense vous avez dû tous en entendre parler un petit peu. Ça a beaucoup bougé ça sur les réseaux sociaux, avec l'histoire si ma mémoire est bonne, c'est à H&M, l'histoire d'une personne qui a pris en photo en fait une caissière, une vendeuse d'H&M qui était voilée. Et quelqu'un donc s'est permis de la prendre en photo et de tweeter ça à H&M en disant mais on n'a pas le droit de faire ça. Et ça a vraiment beaucoup tourné, parce que ça s'est retourné contre cette personne, parce que H&M expliquait que c'était absolument pas du domaine de l'ordre public, et que ce qui était vraiment passible d'amende, c'était principalement le droit à l'image, d'avoir publié cette photo de cette personne comme ça. Donc on sent que il y a quand même au niveau du peuple, et aussi parfois certaines firmes qu'on aime ou pas, quoi qu'on en pense, qui vont vraiment faire cette différenciation qu'on a beaucoup de mal à faire d'un point de vue gouvernemental en France comparé à d'autres pays, notamment pour exemple ce qui se passe en Angleterre. Je vais faire plus simple. Est-ce que le communautarisme est de rigueur en Angleterre? Yasser? En fait, c'est que le modèle anglo-saxon est différent de celui de la France, oui, qui est en fait basé sur l'assimilation et donc sur un rapport de domination ouvertement assumé.
En Angleterre, c'est en gros, voilà, il y a un espace public. Voilà, il y a un espace public, chacun vit comme il le veut, mais ce n'est pas pour en dire que nous devons vivre ensemble ou partager quoi que ce soit. Donc c'est pas qu'il y a des communautés qui se côtoient et sans pour autant se connaître. Donc après, voilà, il y a des questions qui peuvent se poser sur justement est-ce que ça marche ou ça marche pas. Beaucoup remettent ça en question. Sauf que, comme tu le disais à l'instant, il y a une différence de traitement parce qu'en France, on contrôle, comme disait, là je cite le professeur Atem Bazian que j'avais interviewé récemment. D'ailleurs, la vidéo est en ligne, je l'ai mise ce matin, c'est pour ceux qui veulent la voir. C'est que dans le monde anglo-saxon, c'est qu'on contrôle l'espace des musulmans. C'est en gros, ils peuvent porter des apparats visiblement musulmans, mais leur citoyenneté active leur est niée. Alors qu'en France, on contrôle aussi bien l'espace des musulmans que le corps des musulmans. Ça veut dire ils n'ont pas accès à la pleine citoyenneté et à l'égalité des droits, mais en plus, ils se voient ordonner une manière de s'habiller ou de ne pas s'habiller. On va finir un zapping dans un instant, on va passer aussi à vos avis tranchés et puis parler de lutte. Et si vous avez des questions à poser à notre invité aujourd'hui sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000 pour comprendre un petit peu ce système à l'anglaise, à l'anglo-saxonne. Donc aujourd'hui, pour en parler, vous voyez que l'Angleterre aussi, eh bien, a des problèmes. La xénophobie est présente, le racisme aussi, l'islamophobie aussi. Et le principe de la visite de notre invité, essayer de collaborer, de lutter pour une lutte à l'échelle internationale. Et elle est de passage à Paris et donc dans nos studios sur France Maghreb 2 ce soir. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Sabrina Artiste et Yasser Louati ainsi que notre invité qui est d'ailleurs de passage en primeur sur France Maghreb 2, mon cher Yasser, Malia Bouatia qui est avec nous de l'Union nationale des syndicats étudiants anglais du Royaume-Uni, donc de passage à Paris pour parler lutte, pour parler xénophobie, islamophobie et avec elle pour essayer de comprendre un petit peu cette population qui a décidé il y a peu de quitter l'Europe au travers du Brexit, qui fut quand même une surprise à l'échelle internationale quand même. Hein, le Brexit, pas grand monde avait parié dessus avant. Yasser. Ben c'est le problème du populisme qui est en vogue, c'est qu'on sait que c'est une campagne qui a été menée sur des arguments fallacieux, qui étaient faux. On a su par la suite que beaucoup de ce qui avait été avancé par l'extrême droite était complètement faux, mais on a vu que l'opinion publique s'était mobilisée sur la peur du black and brown. En fait, c'était voilà, tous ces immigrés, etc. Il va falloir bloquer l'accès à la Grande-Bretagne à cause de cette Europe qui permet l'immigration invasive. On a vu, par exemple, encore une fois, une situation. On avait le président de UKIP, Nigel Farage, qui était au lendemain matin reconnaissait avoir menti au public. Et qui se désengageait complètement. On a eu encore les exemples de Google qui montraient par exemple que les Britanniques s'étaient massivement rués sur le moteur de recherche pour savoir ce que c'était l'Union européenne. Les gens en fait ne savaient pas pourquoi ou contre quoi ils votaient. Ils savaient juste qu'ils voulaient voter contre ces gens qui avaient été mis au banc de la société. Donc c'était bien sûr les Noirs, les Arabes, les musulmans et bien sûr les Polonais. Et on voit maintenant qu'on tente de faire des coups de queue à gauche, à droite pour ralentir la cadence. Ou plutôt mais on a même eu des pétitions pour annuler le vote Brexit, ce qui n'est pas rien en soi. Ouais. Malia, est-ce que les Anglais ont eux aussi été surpris par le résultat de ce Brexit? Oui, complètement. Je pense même ceux qui ont voté pour Brexit étaient complètement en choc dès qu'on a eu le résultat. Mais je pense que ce qui les inquiète, c'est qu'il n'y a vraiment pas de plan. Et que Theresa May veut vraiment faciliter son contrôle du secteur de la finance, attaquer les droits des travailleurs. Ça nous rappelle quelque chose, nous on connaît un peu ici, hein. Oui. Avec ce qui nous a, voilà, ce qui s'est produit le 7 mai dernier chez nous. Alors, pour finir ce zapping, mes chers amis, évoquons à présent les réactions que provoque donc au sein de la classe politique la nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre. Elles sont nombreuses depuis hier soir. Ces réactions, notamment à droite, où cette annonce sonne comme un défi à moins d'un mois des législatives. Édouard Philippe, on le rappelle,
membre des Républicains. Cela fissure le parti, bien sûr. Bernard Accoyer, secrétaire général LR, réclame une clarification de la part du nouveau locataire de Matignon. Écoutez. Nous sommes dans le temps législatif, un temps où la clarté doit supplanter l'ambiguïté. L'ambiguïté quant à la campagne elle-même. Le Premier ministre, par définition, dans nos institutions, est le chef de la majorité. Et il convient donc de lever l'ambiguïté. Ce Premier ministre soutiendra-t-il les candidats En Marche du président de la République qui vient de le nommer, ou bien soutiendra-t-il les candidats LR-UDI, ceux de sa famille politique? Bernard Accoyer, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, je le rappelle au passage, qui demande des clarifications pour ce qui sera de la position d'Édouard Philippe concernant les législatives. Est-ce qu'il y a pas grand-chose à parier sur une victoire des LR au vu de ce qui s'est passé depuis hier aux législatives, Sabrina? Honnêtement, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, je me suis pas encore posé pour pouvoir me permettre de me positionner par rapport à ce genre de truc, donc je me prononcerai pas. Yasser, est-ce que les LR ont d'ores et déjà, au travers de ce qu'a fait Macron en nommant donc Édouard Philippe Premier ministre, un homme de droite qui d'ailleurs avait commencé chez les socialistes auprès de Rocard, rappelons-le, eh bien, est-ce que ça met à mal les LR et surtout une victoire législative, parce qu'on rappelle quand même que c'est très court entre la présidentielle et législative, il y a à peine un mois. Non, mais ça va déjà très mal à cause de Fillon. Oui. On oublie déjà, on est passé après Fillon, mais les LR, les soi-disant républicains, n'ont toujours pas réglé. D'abord, ils n'ont toujours pas digéré le jusqu'au-boutisme de François Fillon. Ouais. Deuxièmement, le suicide vers lequel il les a menés à démontrer leur lâcheté collective, qui ont refusé de se dresser face à lui et de lui faire prendre ses responsabilités pour qu'il se retire pour un autre candidat. Et donc là, ils sont déjà au niveau de règlement de compte post-électoral. Alors là, le fait que maintenant il est nommé un juppéiste en tant que Premier ministre, ça va encore exacerber les tensions au sein des Républicains, qui eux-mêmes avaient été phagocytés par les cadeaux traditionnalistes, la droite dure, le sens commun, etc. Et donc là, moi franchement, sincèrement, le spectacle, prenez vos pop-corn et regardez quoi. Mon cher ami Yasser, Sabrina, illustration de cette fracture donc provoquée par le départ à Matignon de Édouard Philippe, par l'arrivée plutôt à Matignon. Une vingtaine d'élus de la droite et du centre ont publié hier soir, en fin d'après-midi, un communiqué commun dans lequel ils appellent leur parti à répondre à ce qu'ils estiment être une main tendue de la part d'Emmanuel Macron à travers cette nomination. Parmi les signataires, il y a notamment Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne candidate à la primaire de la droite, en vue de la présidentielle. Un appel que ne rejoint pas Alain Juppé, le maire de Bordeaux, même s'il a salué la nomination de son ami Édouard Philippe, l'un de ses anciens poulains. Il a rappelé d'ailleurs Juppé son soutien aux candidats de la droite pour les législatives, aux prochaines législatives donc. Justement, Nathalie Kosciusko-Morizet, Thierry Solaire et quelques-uns qui sont pour une main tendue. Ce sont, dit-on, des futurs ministrables. Comment juger justement tous ces gens qui sont prêts à abandonner leur parti, leur famille politique pour essayer de répondre à la main tendue soi-disant d'Emmanuel Macron? Yasser, c'est bizarre, non? C'est le carriérisme individuel, c'est exactement ce même mécanisme qui a fait que des socialistes ont rejoint Emmanuel Macron, faisant fi des primaires qui avaient été organisées, faisant fi de l'engagement qui avait été signé par Manuel Valls de soutenir le candidat gagnant s'il venait à perdre. Donc franchement, pour moi ça me surprend pas. C'est ce qui s'est passé avec la gauche sous Sarkozy, qu'on a eu Kouchner et Jacques Lang qui l'avaient rejoint. On a maintenant un exemple en sens inverse. Et ça va continuer, puisque tout le monde sait que le bateau est en train de couler, et donc ils préfèrent assurer leurs arrières et aller là où ça marche. Et pour l'instant, celui qui a le vent en poupe, c'est Emmanuel Macron. Mais par contre, il faut pas seulement s'arrêter à ce regard cynique sur la vie politique, froid, observateur. Non, c'est aussi de se dire que le renouvellement de la vie politique, c'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, puisque on est en train de recycler ceux qui étaient les vautours et les hyènes de la droite et de la gauche pour leur donner une nouvelle virginité politique avec ce nouveau parti politique. Donc pour moi, il n'y a absolument rien de nouveau. Après, comme ça, lorsqu'on regarde
tout simplement en fait au premier abord en surface, il semble quand même, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on va vers une nouvelle, tu vois, cette fameuse nouvelle république aussi dont parlait à l'époque Mélenchon, sans le vouloir, parce que je suis complètement d'accord avec toi. En réalité, c'est quand même, pour moi, c'est juste la preuve d'un cancer qui existe dans la politique française, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut quitter comme ça sa famille politique juste sous couvert de clientélisme. C'est normalement absolument pas normal. Tu portes quelque chose, tu le portes avec des convictions et jusqu'au bout. Et puis c'est marrant de se dire que là on n'en est même plus dans le retournement de veste, hein, j'ai envie de dire. Non, c'est pantalon et ça craque de tous les côtés. Voilà. Ceci étant, le chef de file des Républicains pour les législatives, Barouin, qui prévient que tous ceux qui se rapprocheront d'Emmanuel Macron avant les législatives seront exclus du parti. C'est ce qu'a dit Jean-Claude Cambadélis pour. Voilà. Chacun. Non, faut arrêter. Arrêtez-moi ou je fais un malheur, quoi. Non, alors, retenez-moi ou je fais un malheur. Non. On parle de la droite. On va aussi parler de ce qui reste. De ce qu'il en reste de cette gauche. Il a dit. Ouais. Avec notamment un premier ministre de droite, le Parlement a besoin de la gauche. Voilà ce que déclare le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Et puis en écho, Jean-Luc Mélenchon, lui, fait un constat implacable. Selon lui, la France insoumise est aujourd'hui la seule force d'opposition possible à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, il l'a rappelé hier au travers d'une vidéo YouTube. La droite vient d'être annexée avec un Premier ministre issu de ses rangs, les Républicains. Le Parti Socialiste a été déjà absorbé. Enfin, les électeurs du Front National sont abandonnés. Leurs chefs ont tous déserté. Et en sorte que, dorénavant, en face de M. Macron, et pour le bien de notre démocratie, il ne reste qu'une force. C'est la France insoumise. Et c'est elle qui dit aux Français, permettez qu'une alternative vive dans notre pays. Regroupez-vous à notre appel autour de nous. Que chacun de vos bulletins de vote soit comme un balai pour les dégager tous. Voilà, un balai pour les dégager tous, dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que finalement il n'a pas un peu raison? Est-ce que c'est l'homme fort, l'homme qui apparaît comme l'homme fort de la gauche, qui a peut-être une grosse carte à jouer pour les législatives, Yasser? Non, si on s'en tient aux chiffres, et là-dessus, mathématiquement parlant, la main supérieure, c'est celle de Mélenchon. Pour dire, le PS est mort. Il a fait encore aveu de déchéance avec le refus d'exclure les cadres qui ont soutenu Macron aux dépens de Hamon, qui a refusé d'exclure Manuel Valls et qui en plus refuse d'investir quelqu'un dans sa circonscription d'Évry, oui, là où il se présente. Donc là, pour l'instant, ceux qui sont en ordre de marche, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, mais ça ne veut pas dire, en tout cas, je l'espère, qu'ils arriveront à avoir une hégémonie à gauche, parce que Mélenchon tend vers ça, d'être la seule alternative à gauche, la seule opposition à Macron. Pour moi, il y a un véritable danger, parce que le programme de la France insoumise n'est pas si rassembleur que ça, surtout sur la question raciale et identitaire. On sait très bien, on connaît le passif de Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'islamophobie, et donc il y a aussi une méfiance à tenir vis-à-vis du Front National qui, malgré ses règlements de compte internes, qui pourrait ressortir encore plus à l'extrême droite qu'il n'a été jusque-là. J'aimerais intervenir. Oui, bien sûr, Savona. Merci. Non, sérieusement, je me demande en fait si Mélenchon et le parti qu'il représente n'a pas encore besoin de se construire pour les prochaines présidentielles. Ouais, là, pour les législatives, je ne sais pas, mais pour les prochaines présidentielles, j'ai le sentiment qu'il y a encore, tu vois, il y a encore besoin peut-être de maturation. Exactement. Il y a comme une impression de maturation et de peut-être essayer de clarifier certains points sur lesquels on l'attend justement pour pouvoir croire en lui et en son parti. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de potentiel à faire. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il pourrait gagner énormément d'électeurs. Je parle des prochaines présidentielles lors de ces prises de parti et positions et comment est-ce que ça va se passer au niveau des législatives. En tout cas, un groupe de la France insoumise à l'Assemblée, ça paraît possible aujourd'hui. Il y a certains. Oui, c'est possible. Voilà. Non, c'est possible. Après qu'il gagne ces législatives, ce qui va nous permettre aussi d'émettre un réel jugement sur le terrain cette fois-ci, au-delà des paroles. De toute façon, l'Assemblée, là, on table sur un minimum de 4 forces
à l'Assemblée. Donc on n'aura pas un parti qui va sortir avec la majorité absolue. Ouais. C'est infaisable. Donc Macron devra composer avec les forces existantes et faire le jeu des alliances pour pouvoir avoir une majorité. Puisque tu parles de Macron, il a fait son premier voyage à l'étranger. Sabrina Yasser, premier déplacement hier. Déjà. Oui, comme plusieurs de ses prédécesseurs d'ailleurs, eh bien Emmanuel Macron a choisi l'Allemagne et en entretien avec Angela Merkel, objectif consolider le fameux couple franco-allemand. Et cela malgré des divergences avec la chancelière concernant la réforme des traités européens, divergences que tous deux bien sûr n'ont pas voulu montrer lors de la rencontre qui a lieu hier à Berlin. Merkel, Macron, qui se sont exprimés lors d'une conférence de presse commune. Je propose d'écouter le président français, Emmanuel Macron, qui était à Berlin, tout comme moi d'ailleurs. Vous l'avez rappelé, j'ai été élu par les Françaises et les Français le 7 mai dernier sur un projet qui était résolument européen, en défendant l'Europe, le projet européen et un volontarisme européen, et en défendant la relation franco-allemande. Comme non pas une relation d'opposition, de chantage, mais une relation de confiance qui est la condition de possibilité non seulement d'avancer de nos deux pays, mais d'avancer plus largement de l'Europe elle-même. Emmanuel Macron hier devant la chancelière allemande Merkel. J'ai été élu. Il a dit quelque chose en off qui était très intéressant. Yasser, le président Macron dit j'ai été élu parce que mon projet. J'ai été élu par les Français. Bah oui, il a été élu par qui alors? Oui, c'est un raccourci quand même assez flagrant, non? C'est-à-dire? Il a été élu avec la majorité de la minorité qui s'est déplacée pour voter. Oui, mais au premier tour, c'est lui qui arrive en tête. Oui, mais au second tour, non? Oui, au second tour, il a été élu parce que effectivement, il y avait plus des voix contre Marine Le Pen. Non, mais dans ma chronique, je vais en parler. Oui, mais les chiffres, on pourra pas dire qu'il a été élu, que ça a été un plébiscite, hors de question. Non, mais si on reste binaire dans le constat, il est élu. Ah oui, non mais ça. C'est pour ça que la Constitution est bien rédigée. On peut se faire élire avec la majorité de 5%. Donc si seulement 5% des électeurs se déplacent, si on a 3%, on est élu. Vive la France, vive la République. Ouais, heureusement qu'ils sortent pas le 49.3 pour être élu quand même, parce que là. Tu sais, c'est une forme de 49.3 cette histoire de 5%. Oui. Alors, c'est d'un ridicule je incroyable. vous propose de finir ce zapping avec un peu d'humour. Eh oui. On en a besoin. Oui. François Hollande, il a quitté l'Élysée dimanche, vous le savez. Et bien après son départ, genre une petite heure après, il a été au siège du Parti Socialiste pour faire le bilan, calmement. Cette satisfaction que je ne veux pas rendre présomptueuse quand je sais qu'il y a encore tant de malheurs, tant de chômage, tant de difficultés. Mais permettez-moi de vous le dire, je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. Alors, François Hollande. Le culot a trouvé son pape. Franchement. Et ceux qui l'ont applaudi, c'est ça encore pire. Incroyable. Il a osé le dire. C'était avec un peu d'humour, mais il l'a dit, c'est vrai. Oui, mais c'est vraiment le mépris. J'ai coulé le pays, je vous dis que tout va bien. Oui. Alors, est-ce qu'on peut lui trouver, est-ce que vous pouvez essayer de lui trouver quelque chose de positif qu'il a fait durant son mandat? Oui. Il est passé derrière un président extraordinairement médiocre. Ouais, Yasser. Il avait une bonne peluche au guignol de l'info. Oui. Alors par contre, je vais pas m'amuser à vous demander ce qui a été plus négatif parce qu'il y en aurait beaucoup. Oh là. Oui. Bon, voilà, c'en est terminé pour ce zapping. Est-ce que peut-être que Maïlia peut nous apporter un petit commentaire sur ce zapping qu'elle a essayé de suivre? Qu'est-ce que tu penses du zapping qu'on vient d'avoir? Voilà. Zapping. Est-ce que François Hollande, tiens, pour répondre au bilan de François Hollande, est-ce que tu considères qu'il a laissé l'état de la France, qu'il a laissé la France dans un bien meilleur état que Nicolas Sarkozy? Quel regard vous avez, vous, en Angleterre, de François Hollande? Surtout pour les fascistes, pour les racistes et les xénophobes, oui. Ouais. Plus. Mieux. Donc c'était une continuité plutôt alors avec Nicolas Sarkozy. En fait, c'est comme si Nicolas Sarkozy il était arrivé, il avait mis le pied dans le plat et que derrière Hollande en fait avait juste fait en sorte que ça puisse se faire, tu vois, comme si ce total laisser aller permettait justement certaines choses, parce qu'on a eu quand même des actes terroristes effroyable sous le mandat de Hollande et ça n'a abouti à rien. Alors, à titre de comparaison, Yasser, puisque tu nous dis que pour toi, selon les chiffres, Emmanuel Macron n'est pas vraiment élu, François Hollande, c'était un peu le même cas, puisqu'il y a eu beaucoup de rejets de Sarkozy à l'époque en 2012, et donc François Hollande a peut-être été élu grâce au rejet
de beaucoup de gens qui en avaient ras-le-bol de C'est ce qu'on Sarkozy. appelle être élu par défaut après avoir pris le pays en otage. Ouais. Alors, on va passer maintenant aux avis tranchés, Maïa. Tu vas pouvoir découvrir un petit peu ce moment fort de l'émission, où c'est les chroniqueurs, en l'occurrence Yasser Louati et Sabrina, qui ont carte blanche pour, au travers d'un sujet choisi, et bien l'argumenter, essayer de nous convaincre, apporter des arguments sur un sujet qu'ils souhaitent aborder et nous faire partager avec les auditeurs. Mon cher ami Yasser, est-ce que tu souhaites commencer ou tu es galant? Ok, je commence, vas-y. D'accord, donc pas de galanterie chez Yasser Louati. Non, c'est franchement, parfait. c'est parce que je lui ai dit en off, vas-y, commence. Christophe, mais c'est incroyable. À t'écouter, c'est là, franchement, ma réputation, elle est plus à refaire. Ah non, mais je constate, mon ami, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Yasser Louati pour son regard sur la situation politique du moment. Quelle légitimité pour Emmanuel Macron? C'est avec le couteau du Front National sous la gorge que nous sommes partis voter ce dimanche 7 mai 2017. Un vote, encore une fois, pour le moins pire, mais qui sera légitimé par cette notion fallacieuse que le peuple a choisi son président, ou plutôt son monarque républicain. Il suffisait d'ailleurs de regarder toute la fanfaronnade autour de la passation de pouvoir pour être consterné. Bref, nous voilà donc présidés par un homme élu avec 66,1% des suffrages qui se sont exprimés. A-t-il donc une quelconque légitimité? Ma foi, la question reste posée. Ces 66,1% ne représentent en fait que 43,61% du nombre d'électeurs. Vous l'avez bien compris, Emmanuel Macron s'est bien fait élire malgré le refus de la majorité de le choisir. L'abstention historique, bien entendu, étant passée par là. Sacrée Constitution française et son article 7 qui dit, je cite, ouvrez les guillemets, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Fermez les guillemets, en ne mettant aucun minimum de participation pour légitimer une élection. Même si l'on s'en tient à ce texte, le président peut donc se faire élire avec la majorité d'une minorité qui s'est exprimée. En gros, si 20% se déplacent pour voter, la majorité de ces 20% suffit donc pour élire un président. Et pour en rajouter une couche, il s'avère que selon le Cevipof, 60% des électeurs de Macron ont voté pour lui par défaut à cause du Front National. Nous voilà donc face à un homme qui a le pouvoir de gouverner à coup d'ordonnance, qui peut nommer le Premier ministre qui lui-même pourra gouverner à coup de 49.3. D'ailleurs, n'oublions pas cette promesse de Macron, ce fait du prince qui permettra au président fraîchement élu de gouverner justement par ordonnance pendant l'été afin de court-circuiter la résistance et surtout les syndicats. Au-delà donc de cette supercherie qu'on appelle l'élection présidentielle, qui permet à une poignée d'hommes, des hommes pour la plupart, de prendre le pays en otage, de faire ce qu'ils veulent. J'en viens à me demander si le pays ne se dirige pas vers ce que le philosophe Sheldon Wallen appelle le totalitarisme inversé. Avant de sourciller et de faire les grands yeux, retournons les 3 principales caractéristiques de ce totalitarisme inversé tel que théorisé par le philosophe. Premièrement, ce n'est plus le politique qui domine l'économie, mais l'inverse, ou plutôt les intérêts financiers qui prennent le contrôle du monde politique, renforcés par le système de passe-passe entre le public et le privé. Exemple, monsieur le ministre qui rejoint telle entreprise, puis revient pour occuper une haute fonction au sein de l'État, faisant de lui un rouage d'influence pour le secteur privé au sein de nos vénérables institutions et des lois qui y sont appliquées ou qui y sont passées. Deuxièmement, alors que le totalitarisme classique reposait sur la mobilisation des masses derrière un démagogue doué d'un indéniable charisme, le totalitarisme inversé repose sur la démobilisation et l'apathie politique des masses qui se retrouvent exclues de tous les processus décisionnels tout en étant présentes dans les discours. Le peuple, le contribuable, la communauté nationale et mon œil, bien entendu. Oui, le peuple, au nom de qui on gouverne, mais qui doit toujours rester absent. Cette situation est d'autant plus inquiétante que la population exclue, précarisée et elle-même occupée par ces luttes internes de domination, blanc contre noir, contre arabe, contre musulman, contre juif, contre asiatique, contre le premier à portée de main que je peux attaquer. Cette population donc s'en remet à cet idéal de démocratie, renforcé non pas par ses institutions et la souveraineté populaire, mais par le conservatisme, l'État fort, l'obsession identitaire. Troisièmement, là où le totalitarisme classique méprisait ouvertement la démocratie, le totalitarisme inversé porte au nu la démocratie et en fait le modèle de gouvernance universelle, celui qu'il faut imposer aux autres. Je vous entends,
Je vous entends, chers auditeurs, même s'il s'agit d'exporter cette démocratie à coups de bombes ou en vendant ces bombes aux dictatures à condition qu'elles promettent d'instaurer la démocratie dans un futur proche. Je laisserai donc aux auditeurs le soin de se poser la question s'ils vivent vraiment dans une démocratie ou une illusion démocratique, parce qu'on peut encore s'exprimer librement en public, quoique, ou parce qu'on peut manifester librement, quoique. La démocratie en spectacle est en train de nous habituer à vivre dans l'illusion, celle d'être aux commandes de notre destin sans avoir le droit de révoquer ceux qui décident en notre absence. Soyons honnêtes, le pire des mensonges est celui auquel on croit en connaissance de cause pour éviter de se poser les questions qui gênent, voire surtout celles qui révoltent. Merci beaucoup Yasser. Est-ce qu'on peut avoir la réaction de Madame la Présidente de l'Union Nationale du syndicat étudiant anglais du Royaume-Uni? Reaction. La chronique. La chronique de Monsieur Yasser Louati. I don't know. Elle n'a pas compris la chronique de Yasser. Il va falloir que tu la repasses, mais en anglais. Actually, I was speaking about the illusion of democracy and the fact that people are told they live in a democracy when in fact they can even decide on the laws being passed or to revoke those passing the laws. That's my reaction. Bon, est-ce qu'on peut avoir la réaction de Sabrina Artiste? Can you repeat the question? Non, honnêtement, c'est toujours un régal de t'écouter. Sache-le, je te le dis sincèrement, je me régale. Beaucoup de vérité et dite d'une manière très subtile et avec aussi une intelligence dans les mots qui sont vraiment qui sont volontairement choisis et ils sont parfaitement choisis. Vraiment. Machallah. Très bien. Alors, dans un instant, on va découvrir l'habit tranché de Sabrina Artiste dans un instant sur France Maghreb 2. Et puis on va parler donc avec notre invité Maïlia, hein, c'est ça? Malia. Oh Christophe, pourtant je t'avais briefé. Non, Malia Jackson. Maïla. Voilà. Il y a Malia Obama. Ouais, Malia Obama, non, c'est pas Malia Obama. C'est pas Obama. Bah, évidemment. C'est Madame la Présidente de l'Union Nationale du syndicat étudiant du Royaume-Uni qui est avec nous aujourd'hui de passage à Paris et sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati et Sabrina Artiste à découvrir dans un instant la vie tranchée de Sabrina. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Format avec Yasser Louati et Sabrina Artiste et notre invitée de passage à Paris, Madame la Présidente Malia, qui est avec nous, la présidente de l'Union Nationale des étudiants de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, qui est avec nous. Je te demandais la question, je te la pose à l'antenne. Comment ça se passe pour être élue présidente? C'est des mandats de combien et t'en es à combien? Donc on a un congrès qui se passe chaque année en avril et il y a vers 850 étudiants qui votent et représentent leurs institutions. Donc on a des délégués qui viennent de chaque institution. Il y a vers 600 en Grande-Bretagne. Et donc tu as été élu à la majorité? Forcément. Non. C'était 60%. Ah, c'est la majorité. Donc t'as presque fait. Pour moi, la majorité, c'est 80, 90. Ouais, non, ça, c'est les scores à l'algérienne ou à la tunisienne, ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est pas des scores dans une démocratie, j'allais dire, voilà. Alors, on va parler en tout cas avec toi, Malia, rentrer plus en profondeur avec des questions de Yasser et de Sabrina et de nos auditeurs s'ils le souhaitent 01 40 33 9000 parce qu'on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui, ainsi de découvrir les Anglais au travers de ta venue ici, de leur expérience, de leur approche par rapport à l'islam. On a surtout tendance, moi le premier d'ailleurs, peut-être en me trompant, à considérer quand même que les musulmans se sentent mieux en Angleterre qu'en France. Toi tu me dis attention, n'allons pas trop vite dans les raccourcis. Donc on verra cela avec toi dans un instant. Le temps, messieurs dames, de passer à la vie tranchée maintenant de Madame Artiste Sabrina. Jingle, c'est parti. Parce que les femmes ont droit au jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. De quoi va nous parler Sabrina? Billet de Monopoly. Ah, c'est parti, on sort le jeu, alors on joue. Allons enfants de la matrice. Le jour de foire est arrivé.
Tout se monnaie et l'homme existe par l'oseille, revit par sa paye en faisant péter la bouteille ou à défaut le verre d'ateille. Et oui, le bonheur n'est pas dans le pré mais dans les billets. Chaque mois, chaque fois que l'on a crédité sa CB. L'écu a fait de nos échanges des conversations corrompues. Des âmes déchues ont cru que le temple des pièces d'or était un paradis. Ça se serait su. Si l'argent serait une jouvence pour la paix de l'être, malchance à celui qui a fait obédience au lingot. J'ai vu des gens vendre leur corps, vendre à tort leurs organes, vendre des femmes, vendre des âmes qui n'ont pas encore vu le jour, vendre leur amour, vendre à perte, vendre leur père, vendre leurs services pleins de vices, vendre des terres qui ne sont pas les leurs. Ces sourds de valeur n'ont aucune peur si ce n'est celle de voir l'argent qui se meurt. On dit que la terre nous porte, moi, je dis qu'elle nous supporte. Forte. Elle essaye de tenir, mais l'envie de vomir la corruption humaine se fait de plus en plus grande. Malade, l'homme au royaume de jade n'est qu'un vulgaire caillou. C'est fou de se dire qu'il vient au monde nu et que toute sa vie il sue pour porter les plus belles parures pour mourir tous aussi nus. C'est fou de se dire qu'une vie n'est qu'un battement de cils et qu'au lieu de profiter de sa vue, on se préoccupe de mettre à outrance du mascara sur le fil de nos vies. Paillettes de caviar ou coquillettes au lard, entre les deux rien ne se décèle dans l'aisselle. Et pourtant, l'argent, ce dollar, ce dinar, cet euro, ce zéro, ce schizo, a déchiré des patries, des familles. Courir après l'argent, c'est mourir avant le temps. On vit bien quand on peut tout s'offrir, mais on vit mieux quand on sait comment vivre. Aujourd'hui, on nous dispose sur des plateaux d'argent virtuel un bonheur irréel, de la beauté sous chirurgie, de la santé en crédit, des vacances sous forme de loyer, des voyages sur la lune, des nuits étoilées sur les dunes, alors qu'on ne connaît pas l'essence même de notre personne, ni de ceux qui partagent nos vies. Déni ou simple oubli? Pardonnez-moi, j'ai choisi de ne pas politiser ma chronique. Pardonnez-moi, oui, je n'ai pas vendu mes produits en kit. J'ai juste voulu faire ce qui nous manque cruellement, à savoir humaniser mes propos humblement. Et oui, chers auditeurs, vous n'avez pas idée du prix que cela vous coûtera que d'être plus humain. Cela va vous coûter cher sans dépenser le moindre centime en prime. Et oui, vous allez banquer. Arrêtez-vous et donnez-vous ce moment-là. Offrez-vous ce droit d'apprécier la vie sous le prisme de votre être, assaini de rêves à emporter en promotion sur les têtes de gondoles des magasins. Acheter c'est bien, consommer c'est bien. Vivre, ça ne demande rien et c'est sain. Alors vivez. Ah bah donc, Franchement, il y a du niveau hein. Franchement, il y a du level là. Ah, il y a du level. Sabrina, merci beaucoup. Avec Est-ce plaisir. que tu as lu le livre de Sabrina, mon cher ami Yasser? On me l'a pas encore offert, donc je peux pas. Oh là là, le gratteur, tu t'encourages même pas hein. Je suis un militant qui n'est pas très riche malheureusement, donc. Ah oui, on le disait tout à l'heure, ça rapporte pas. Je peux espérer qu'on m'offre un livre, ne serait-ce que Non, pour je me te dire. l'offrirai avec plaisir. Voilà, et dédicacé bien sûr. Bien évidemment. Bah, évidemment. Le livre qui est sorti, que vous pouvez trouver, acheter. Qui sera sur Amazon d'ici une petite semaine. Voilà, ouais. Ouais. Et s'appelle le livre. Pensée, poème d'une artiste. Et c'est vraiment magnifique à découvrir. Vous allez voir toutes les émotions qu'a pu retransmettre au travers de ce livre. Alors tu disais hier que c'était pas forcément celui-là que tu avais envie de sortir en premier. Oui, c'est pas forcément. Parce que celui-ci. Sabrina, faut savoir qu'elle en a plusieurs déjà de près, hein, des livres. Il y en a déjà 2 qui sont prêts, qui ne sont pas. C'est pas un recueil en fait. Il y en a 2 qui est plus axé sur le développement personnel, et puis un autre qui est un peu plus romancé. Et c'est vrai que si j'avais dû choisir, j'aurais pas sorti celui-ci, mais comme je disais, c'est comme une évidence. En fait, je pouvais pas commencer dans cet univers-là autrement que par ce livre-là, parce que ce livre, c'est un patchwork d'émotions que toute âme, que toute personne, qu'elle soit au sommet ou qu'elle soit à l'ombre, qu'elle soit riche ou pauvre, connaît et vit. Ouais. Est-ce que, question rapide Sabrina, mais finalement tout ce que tu vis depuis ta plus tendre enfance, quand tu ressens une émotion, à un moment particulier, tu as envie de le retransmettre au travers d'un écrit? Ouais. J'ai bien aimé cette phrase, tu disais hier. Alors il y a un truc, je ne rappelle plus la phrase, mais elle était tellement bien. Cette phrase, j'aime pas qu'on me lise, mais qu'on me... Ah, j'ai conclu mon livre avec ça en fait. La dernière phrase du livre. Oui, je dis que victime de mon être, j'écris car je ne suis qu'une artiste. Ils disent qu'ils savent, ils disent que je sais écrire, mais en réalité, c'est vous qui savez me lire. Ouais, c'est bien dit. Ouais, donc Yasser va le lire évidemment avec attention. J'invite Yasser à venir dimanche
au Panama Art Café. Ouais, c'est pas Voilà. le genre d'endroit où Yasser va. Mais ça. il pourrait, je suis désolée, il n'y a pas d'endroit prédéfini. Ça, faut que t'invites Youssef Brakni, il va venir lui par contre. Tu vois, il Mais viendra. j'invite tout le monde, tous les auditeurs et l'équipe de France Maghreb 2 à, voilà, c'est un événement qui compte pour moi puisque c'est vraiment la présentation de mon livre, les coulisses aussi, ce qui m'a amené à écrire. Voilà, c'est vraiment un petit bout de moi lors de cette rencontre-là et donc ça me fera plaisir de vous rencontrer. L'entrée est gratuite et voilà, il faut pas hésiter à venir, c'est de 15h à 17h dimanche. Alors, Malia qui est avec nous, la présidente du syndicat national des étudiants du Royaume-Uni, de passage à Paris sur France Maghreb 2. Yasser, est-ce que tu as des petites questions? Sabrina, n'hésitez pas, c'est le moment, histoire de connaître un peu le parcours, l'expérience et surtout la mission de Malia qui a, on le disait tout à l'heure en début d'émission, le syndicat, à titre de comparaison, il y a l'UNCEF ici en France, c'est encore plus important, c'est plus impressionnant en Angleterre, d'où son importance, Yasser. En fait, ce qui impressionne sur le travail qui est fait en Grande-Bretagne, c'est l'avance au niveau de l'organisation et la capacité en fait de mobiliser et puis un certain savoir-faire pour de lobbying. Mais après voilà, c'est aussi un terrain qui est sujet aux mêmes divisions qu'en France, aux mêmes léthargies. Voilà, enfin un public des fois qui reste difficile à mobiliser. On a aussi une presse qui est hors de contrôle, qui peut en fait détruire des personnes sans rendre de compte à quiconque. On l'a bien vu encore une fois avec le scandale des écoutes de la comment s'appelle de Rupert Murdoch. World News, comment s'appelle sa boîte Rupert Murdoch, les écoutes. Le journal qui avait News of the World, c'est ça? Oh, News of the World. C'est ça, ouais. Donc il y a eu un scandale qui avait éclaté. Ouais. Donc en fait, ils ont leurs propres défis à leur échelle sur place. Et qu'il y a pas en fait de terre promise, de militantisme où tout va bien et les résultats sont qu'à portée de main. C'est plus en fait de mutualiser les combats et trouver là où ce que chacun peut renforcer l'autre. Alors Malia, est-ce que par exemple ici on voit que les militants sont très actifs sur les réseaux sociaux? Je pense notamment à Twitter. Est-ce que c'est pareil au Royaume-Uni? Est-ce que les réseaux sociaux sont un outil utilisé pour les militants pour justement militer et pour dénoncer? Oui, c'est très important. Mais je pense que d'un autre côté, il y a les gens pensent que les mouvements vont se développer avec le hashtag au lieu que de se réunir et de pouvoir échanger et avoir des débats et des discussions sur le défi de la gauche en ce moment globalement et comment se mobiliser contre les attaques des États, surtout d'un côté antiraciste et antifasciste. Alors on dit souvent que les syndicats étudiants sont souvent des syndicats plus de gauche, voire même extrême gauche. Est-ce que c'est le cas en Angleterre? Je pense qu'il y a un mélange et les militants sont vraiment divers. Il y a ceux qui pensent qu'ils n'aiment pas s'identifier comme la gauche, mais on les trouve dans chaque manifestation pour l'éducation, pour les droits des travailleurs et ceci et cela. Je ne sais pas, je pense que il y a moins, il y a beaucoup plus de peur en Angleterre de vouloir s'identifier comme la gauche et se définir politiquement. Je pense qu'ici les gens sont beaucoup plus conscients de leur côté, quoi. Appartenance. Oui, de leur appartenance. Avant de laisser Yasser et Sabrina te poser des questions, Alia, moi j'ai une petite question. Est-ce que les militants du Royaume-Uni sont invités à participer à des débats dans les médias, ou est-ce que ils sont marginalisés à l'image de la France? On peut pas dire qu'on rencontre beaucoup de militants sur les plateaux de télévision, sur des chaînes à des heures de grande écoute. Ouais. Est-ce que c'est pareil en Angleterre? Oui, c'est la même chose en Angleterre. Il y a vraiment un grand effort à les isoler, les présenter comme des fous, quoi, comme s'ils sont on est complètement extrêmes.
Et si on est invité à participer à un débat, les questions sont complètement... ils ont rien à voir avec le sujet. Ils deviennent très personnels, des fois très racistes, très... il y a même pas une position neutre qui est prise, donc oui, c'est... Finalement, il y a beaucoup de choses qui ressemblent avec la France, Yasser. C'est ce que j'allais dire, je vois beaucoup de similitudes. Ouais, beaucoup de similitudes. En fait, c'est vrai que là, c'est le regard de Malien en tant que Britannique qui parle de son pays et des pratiques qu'elle observe. Oui. Il ne faut pas oublier qu'en sens inverse, c'est pas toujours à notre défaveur. Je donne un exemple. Par exemple, pour les discours qu'on porte à partir de la base sur les questions des luttes, etc., l'islamophobie, violence policière, justice sociale, inégalité, logement, etc., c'est que en France, là, on n'a pas voix au chapitre. On trouve une chambre d'écho dans la presse étrangère, parce que la presse étrangère, en fait, s'intéresse aux questions d'un pays qui lui sont propres, mais par contre, elle va pas s'intéresser aux questions qui sont propres à son pays, à elle. Ouais. Donc, ce qui fait que, et moi, j'avais vécu personnellement pendant l'état d'urgence où en fait il y avait un blackout total sur les violences que subissaient les citoyens de confession musulmane. Donc, il y a un tapage qui a été fait dans la presse étrangère. Tous les médias de tous les pays qui étaient présents place de la République, et on a eu quelques retombées. Le Monde, France Inter, France Culture et Nouvelle Obs. Pour par exemple la présidentielle et la montée de Marine Le Pen et ses 11 millions d'électeurs, ouais. Enfin 100% de mes interventions et de ceux que je connais, c'était la presse étrangère. On n'est pas à 80%, c'est 100%, c'était la BBC, Al Jazeera, CNN, NBC, etc. D'accord. Alors Sabrina, une petite question peut-être à Amalia, avant peut-être un auditeur qui souhaite lui poser une question. Alors on va peut-être accueillir, c'est notre ami le docteur qui nous parle régulièrement de la série, qui souhaite interpeller donc la présidente du syndicat national des étudiants du Royaume-Uni. Docteur, oui. bonsoir. Oui, bonjour mes amis, bonjour votre invité et bienvenue à Paris. La question est la suivante, c'est pas tout à fait une interpellation. Je peux la poser en anglais, mais je préfère en français. Est-ce qu'elle non, peut... mais allez-y, tiens, on va voir si vous parlez bien anglais, tiens, allez-y. Donc c'était pour lui demander, est-ce que en Angleterre, ils ont toujours leur habitude qu'ils ont foutu, enfin qu'ils ont placé au Proche-Orient pour diviser les gens entre eux. Les Anglais sont forts depuis, ça explique, donc vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce que, au point de vue intellectuel, parce qu'elle a très bien dit qu'à la télé, ils sont en train de les coincer, de ne pas trop les écouter, où ils en sont actuellement avec tous les gens qui arrivent du Proche-Orient, et génération en génération, sans nommer des gens, continuent à croire qu'ils sont l'alpha et l'oméga actuellement, comme avant, de la liberté, ainsi de suite, des droits de toutes les populations qu'ils ont su les coloniser, de l'Inde, ainsi de suite, le Pakistan, les pays arabes, où ils en sont actuellement. Merci docteur pour la question, on l'a bien compris. Malia, oui. Est-ce que tu as compris la question? Oui, donc je pense que ça s'appelle en Angleterre le divide and conquer. Donc diviser pour mieux régner, c'est ça? Ouais. Donc oui, ça se passe toujours, mais c'est pas aussi l'obsession n'est pas autant vers les communautés indiennes, pakistanaises, caribéennes, africaines et avoir une claire division entre ces communautés, mais plutôt entre tous les communautés migrants. Donc et on a vu ça pendant le référendum, il y a certaines minorités qui prenaient le narratif que les autres minorités sont le problème, ils prennent nos boulots, et il y a aussi une question de niveau social, c'est ça, et que la frustration de ne pas trouver de boulot, de ne pas pouvoir avoir accès à l'éducation parce que c'est devenu un luxe, de ne pas avoir de logement et ne pas pouvoir. On trouve que même les infirmiers dans les hôpitaux n'ont pas les moyens de manger et de faire manger à leur famille. Donc on est dans une situation
terrible, vraiment terrible. Et le gouvernement, avec l'aide des médias, divise. Ils disent que le problème c'est les musulmans avec leur terrorisme, ou bien les Syriens qui viennent, ou les Polonais. Donc il y a toujours cette obsession, et malheureusement on le trouve même dans les espaces politiques que cette manière de se comporter est devenue très toxique. Et donc ça veut dire les opportunités qui s'ouvrent, par exemple l'élection de Corbyn comme le leader du Parti travailliste était vraiment une grande mobilisation, mais après il y a ceux qui essayent à vraiment nous diviser, et donc ils passent plus de temps en train d'être un leader légitime que de vraiment enforcer tous ces objectifs, et la raison pour laquelle il a été élu. Avant d'accueillir la question de Kamel, Sabrina, une petite question, Amalia. Non, je vais juste ponctuer. C'est vrai que nous, d'un regard francophone, on a tendance à toujours mettre l'accent sur le fait que au Royaume-Uni, il y a la faculté de vivre sa religion beaucoup plus facilement qu'en France, ou que les communautés ont plus de facilité. Et en fait, on oublie quand même qu'il y a quand même aussi beaucoup de revendications légitimes auxquelles nous, ici, on n'est pas confrontés. Et c'est vrai que c'est quand même important, ne serait-ce que le coût de la vie, le coût du logement là-bas, qui n'a absolument rien à voir. Alors je dis pas que c'est facile en France, je dis juste que là-bas c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est très cher là-bas, c'est vraiment difficile. Et ça, je pense aussi que je me demande si nous, avec notre regard francophone, on n'a pas tendance parfois à fantasmer un petit peu aussi ce qui se passe outre-Manche. Oui, je pense que surtout du niveau de l'éducation et les services médicaux aussi, on trouve que c'est beaucoup mieux ici. Il y a au moins le droit à l'accès aux soins sociale, c'est ça, oui. Et c'est donc, mais en Angleterre aussi, c'est que d'un côté antiraciste, c'est que je ne sais pas, c'est comme si les manières de politesse de l'Angleterre se trouvent aussi dans la façon dont les lois racistes s'imposent. Donc prevent, c'est quelque chose, c'est la stratégie, ils nous disent antiterroriste, mais en réalité c'est une manière de surveiller chaque musulman et d'arrêter le rassemblement politique des gens et de pouvoir avoir des débats. Donc on trouve des événements dans les écoles, les collèges, les universités annulés, parce qu'ils disent que non, si vous allez avoir des invités qui parlent contre l'islamophobie, il faut avoir le contre-argument. Et donc, il y a les étudiants musulmans qui disent quoi? Vous voulez qu'on ramène des fascistes sur le campus pour parler? Et ils disent, oui, c'est ça. Typiquement anglais, ça, en plus. Oui. Donc, une façon de dire non, c'est le processus, c'est la bureaucratie, nous on est complètement tolérants, mais c'est juste la loi et ceci et cela. Et donc, d'un côté, il y a, pour les militants, ils disent que, d'un côté, c'est pire ici parce que on n'est même pas conscient qu'on fait partie d'un système tellement agressivement islamophobique et raciste, parce qu'on pense qu'on est tellement mieux que la France, mais en réalité, je préfère que les gens dans mon école, mon université, dans le gouvernement disent ouvertement qui sont il y a une ceci forme et cela de politesse en fait, hypocrite en fait. Complètement. Malia, il y a quand même la ville de Londres qui s'est illustrée en élisant un maire de confession musulmane. Oui, Sadiq Khan. Sadiq Khan. Alors justement, si on devait faire un bilan à mi-parcours, qu'est-ce que ça son bilan? Je pense que il a été élu en même temps. C'était plus ou moins en même temps que moi, et je me rappelle, il y avait certainement pour la communauté musulmane et non blanc,
c'était une grande célébration, mais malheureusement, dès qu'il a été élu, sa politique était complètement pas ce qu'on a besoin comme surtout pendant le contexte politique. Il a critiqué le droit de, je sais pas, il a critiqué les femmes musulmanes qui voulaient porter le voile. Il n'était pas critique des lois qu'ils ont introduites tellement islamophobes. Et je pense que lui, je le connais pas, donc je ne sais pas si c'est vraiment ses intentions, mais je sais que au ce moment, c'est impossible d'être musulman et une figure publique si tu pas dans le sens oui, de la droite, et si tu prends pas, oui, donc c'était, et donc je ne sais pas, son terme était très différent à le mien, parce que pour moi c'était ça sert à quoi de juste occuper un siège et dire que je suis musulmane. Je dois aussi renforcer les principes et la politique d'être de cette identité, de prendre cette position. Et je pense que il a, surtout pour les jeunes musulmans, il les a déçus tellement que ils ont dit que ça sert à rien de l'avoir dans sa position. Vous voyez, mon cher Kamel, vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure, amis auditeurs, auditrices, qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qui se passe en Angleterre. On n'est pas un cas isolé, nous, la France, Kamel. Oui, absolument. Je voudrais commencer par saluer cette venue. Merci beaucoup, Malia, d'être présente ici à Paris pour nous faire part un petit peu de la vision des musulmans, enfin de toutes ces personnes qui sont en Angleterre. Pour nous, il y a bien évidemment, il y a des dénominateurs communs, c'est-à-dire que ce que vous vivez, nous le vivons également d'une autre manière. Mais je crois qu'il faut, contrairement aux pessimistes, il faut rester optimiste. Et c'est là justement où nous allons puiser nos forces. Il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Le combat est engagé. Nous allons gagner. Moi, je suis très optimiste pour simplement parce que je me réfère à la nature. Nous sommes là. Nous sommes présents. Nous avons cette diversité. Nous sommes emplis de paix et d'amour. Et comme vous le savez bien, l'amour, c'est plus fort que tout. Dans notre religion, nous sommes en phase avec nous-mêmes. Simplement, il y a des rejets. Vous êtes le Francis Lalanne de la communauté, vous, hein, c'est ça? Comment? Vous êtes le Francis Lalanne de la communauté. Non, merci. Écoute, je vais pas dire que tu m'insultes en me disant ça, mon cher Christophe. Mais s'il te plaît, moi, je suis Kamel, je reste Kamel jusqu'au bout. Donc, mais Francis Lalanne, pourquoi pas? J'apprécie ses musiques. Quelquefois, je pense qu'il faudrait bien qu'il se taise aussi, parce que il part et il délire un petit peu. Ceci étant, moi, je suis musulman, je m'adresse à la communauté, et c'est pour ça que j'insiste sur ce fait-là. Tu sais, j'interviens assez souvent à l'antenne pour le dire. Il ne faut rien abandonner. Que nos frères et sœurs qui sont en Angleterre doivent se battre et rester debout. Ne pas rentrer dans un pessimisme, c'est-à-dire de subir, d'être là. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut s'organiser. Et tu ne cesses de le dire à longueur de journée, à longueur d'année, Christophe. On t'entend, et tous ceux qui nous écoutent le savent. C'est l'organisation. Alors on peut toujours, et je me répète, que les invités, les uns et les autres, viennent faire des revues de presse. Moi, ce que je souhaite entendre, quelles sont les actions qu'il y a à mener, que ça soit à Paris, en France, à Londres, en Angleterre, en Belgique, etc. Que pouvons-nous faire pour faire changer ce regard, pour faire changer ces choses? Les musulmans sont emplis d'amour et de paix, il faut que les gens sachent, mais nous ne nous coucherons jamais, nous resterons debout. Et alors j'appelle tous ceux qui nous écoutent, mon cher Christophe, que dans les prochains jours, il va se passer encore des choses et des élections. Moi, j'appelle à avoir cette intelligence du cœur et d'aller faire en sorte qu'il y ait un contre-pouvoir à ce jeune homme très sympathique, beau gosse, tout ce qu'on veut, mais il faut qu'il existe un contre-pouvoir pour que nous, les musulmans, nous puissions participer au même titre. Merci que Kamel, les autres. je te laisse parce qu'on arrive à la pub. Est-ce que tu partages l'optimisme de Kamel, Malia? Oui, complètement. Oui, on se lève, on s'organise? Oui, toujours. Et c'est pour ça que je suis là pour s'organiser beaucoup plus que et tu es ici chez toi, Malia. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va devenir une tradition quand tu vas venir à Paris. C'est obligé. France Maghreb 2. Inch'Allah. Très bien. Marhaba bik. À tout de suite. Merci. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Elle est avec nous, Madame la Présidente de l'Union Nationale des étudiants anglais du Royaume-Uni sur France Maghreb 2, de passage à Paris. C'est quoi le programme d'ailleurs pour toi, Malia, cette venue à Paris? Qu'est-ce que tu vas y faire? Qui vas-tu rencontrer? Je veux tout savoir, je suis DRG moi. Il y a pas de business, c'est plutôt la lutte. Non, il n'y a pas de business. Non. Oh, pardon. Si, avec Zébélus, il y a du business, mais pas avec nous. Donc c'est, on a des réunions avec plusieurs individuels qui sont des militants d'un côté antifasciste, et j'ai rencontré quelques gens qui font partie qui ont fait partie la manif du 19 mars, c'est ça? Ouais. Oui, pour comprendre ce qui se passait, la politique, et aussi l'organisation de la gauche ici, surtout. Il reste plus grand chose là. Oui, et aussi les étudiants. Elle est morte, la gauche, aujourd'hui en France. Non, jamais. Ah bon? Ah bah, il reste plus grand chose. Yasser, faut lui expliquer que la gauche, il n'y a plus rien. Hein. Non, mais là, la question elle est mal posée parce que la gauche, c'est pas le PS. Ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Il y a une subtilité. Oui, absolument. Mais t'as raison. Le PS est mort. Oui. Il faut l'enterrer et je fournis les pelles. Peut-être des cimetières aussi. Alors, c'est l'État qui fait ça. Malia, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Si tel est le cas, est-ce que tu peux indiquer aux auditeurs, auditrices qui t'ont écouté, oui, qui tout comme moi ont été séduits et donc vont pouvoir. Mais non, mais parce que tu sais défendre ta cause, quoi. Donc tu donnes envie de s'intéresser à ce qui se passe aussi en Angleterre. Et on a compris grâce à toi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que l'on peut connaître ici et ressentir. Donc c'est important que l'on unisse nos forces. Et c'est un petit peu d'ailleurs le principe de ce voyage à Paris, Malia. Alors, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, comment, où? Donc c'est @Malia Bouattia, MALIA BOUATTIA sur Twitter, et le même nom. Twitter. Oui, vous pouvez même me trouver sur Facebook ou bien me googler, comme on dit. Pour trouver mon adresse de mail et même numéro de téléphone, et je suis très intéressée à rencontrer surtout les jeunes musulmans qui veulent s'organiser d'un côté anti-islamophobie, parce que oui, c'est très important quand vous aide et quand vous donne la solidarité du côté anglais. Oui. Merci beaucoup, Malia Bouattia, en tout cas d'être passé par nos studios. Ce fut un grand plaisir, une belle rencontre, et qui, j'espère, se renouvellera. Tu as prévu de revenir bientôt à Paris, Malia? Oui, c'est sûr. J'ai beaucoup de famille ici et j'adore Paris. Ah, Paris. Merci beaucoup, en tout cas, Malia, et à très très bientôt, et merci d'être venu. Merci à Yasser de nous avoir amené, Malia, une très très belle rencontre. C'est un plaisir, et merci à France Maghreb de permettre ce genre de rencontre. Oui. France Maghreb 2, de permettre ce genre de rencontres et de faire que les luttes restent visibles. Merci. Exactement. Ma chère Sabrina, on va se quitter en musique et grâce à toi. Oui, j'ai juste un mot à dire. Oui, vas-y, dis ton mot. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est qui d'abord? Comprendra qui pourra. Ah d'accord. Oula, il y a des messages là. Oui. Très bien. Vive les présidentielles. Ah oui, d'accord, très bien. Bon, écoutez, essayez de comprendre, et puis on en reparle un de ces quatre. Merci beaucoup, Sabrina. Avec plaisir, à très vite. Je crois qu'on va te revoir un petit moment, toi. Qui, moi? Oui, toi. Oui, ouais, au moins avant un bon mois, je pense. Ah ouais, donc pendant le Ramadan, elle part en congé, Sabrina. Voilà, je suis en congé spirituel. Et le Ramadan d'Angleterre, on mange à quelle heure le soir? Vers 9h moins quart. Bon, on va tous aller à Londres alors. Ouais. On va tous aller à Londres. Moi, je propose qu'à partir du 27, on file à Londres. C'est pas aussi chaud non plus. Tarek Mami, vous écoutez? Ouais, Tarek Mami, on va installer nos studios pour le Grand Forum à Londres, parce que. Soyez les bienvenus. Ouais, écoutez, c'est gentil. On se quitte avec Michael Jackson sur France Maghreb 2, c'est le coup de cœur de Sabrina Artis. Merci beaucoup, Malia. Très bientôt et bon courage pour ce que tu fais. Bravo. Bien sûr, merci. Sabrina, à très vite. Merci à vous. Merci, à bientôt. Michael Jackson pour se quitter en musique avant de retrouver Amar, la suite du Grand Forum, bien sûr, pour l'éphéméride.